écologique juste qui peuvent aujourd'hui venir abonder également cet effort. Et enfin, la rationalisation des différentes subventions. Le ciblage, un peu trop, essayer de cibler pour toucher les vrais, ceux qui ont vraiment besoin de ces subventions, aussi bien dans le domaine de la pêche, dans le domaine de la distribution des produits d'hydrocarbures, et ainsi de suite, pour éviter que des gens de la couche moyenne ou même des gens très aisés puissent continuer à capter les subventions au détriment de ceux qui en ont vraiment besoin. Et enfin, les troisième source de financement, c'est le financement endogène et les ressources complémentaires. Je veux citer ici l'appel public à l'épargne dont nous usons de plus en plus pour mobiliser des ressources sur le marché intérieur en monnaie locale, parce que l'un des problèmes de notre dette aussi, c'est que nous empruntons à monnaie étrangère alors qu'on doit rembourser en monnaie locale. Ça pose un problème sérieux et aujourd'hui il faut dépasser, de plus en plus recourir à d'autres modèles qui nous permettent de mobiliser des fonds sur le marché local, de financer notre dette en monnaie locale, et la dette en monnaie étrangère doit cibler au maximum possible des activités qui génèrent des revenus en devises, notamment l'exploitation des hydrocarbures, du pétrole et du gaz ou le secteur minier. La promotion d'un secteur bancaire national fort, c'est-à-dire un secteur bancaire à capitaux majoritairement publics. Les débats sont encore en cours sur la nécessité ou non de fusionner un certain nombre d'instruments que nous avons, le fonds 6, le fonds GIP, un certain nombre d'autres banques, la banque agricole, ainsi de suite, pour, à l'image d'un certain nombre de modèles, avoir un instrument de financement de l'économie et du développement fort et structuré. C'est des débats qui seront tranchés par son Excellence le Président de la République. Des missions de benchmarking seront envoyées très bientôt pour nous approprier les expériences vécues ailleurs. La finance islamique qui est un levier important, notamment par le soukouk, qui est une forme d'emprunt obligataire mais respectant un certain nombre de normes. Le Sénégal en a déjà usé pour la réflexion du building administratif et du ministère de l'Intérieur des Finances, si je ne m'abuse. C'est des leviers qui permettent de lever des financements, comme le recours au mécanisme du WACF et beaucoup d'autres mécanismes de financement islamique. La renégociation des contrats stratégiques. Un travail est en train d'être fait. Et vous me permettrez de féliciter également à ce niveau l'équipe qui y travaille, le comité de lecture, dirigé par le conseiller spécial Elhadji Ibrahima Diop, qui a déjà renégocié beaucoup de contrats et de conventions. Je me rappelle, lors de nos écrits quand on était dans l'opposition, nous nous référions aux statistiques de l'OCDE, qui chiffrait à peu près les surfacturations dans les marchés publics, dans les pays à économie avancée, comme on dit, à peu près 11%. Pour le travail que nous avons commencé à faire, qui touche peut-être principalement le secteur des BTP, un peu l'énergie, un peu la santé, etc. Le constat, c'est que nous sommes déjà à 18% de surfacturation sur les marchés publics. Et les gains qu'on ferait, rien qu'en assainissant ce volume dans le budget d'investissement, nous permettrait d'engranger des profits significatifs. Je vous déroulerai tout à l'heure un tableau sur le détail des lignes de ressources, sur les ressources domestiques, les ressources recyclables, le financement complémentaire au endettement et la réduction de la taille de l'État. Mais les ressources attendues sur les 3 ans, 2025-2028, pour les ressources domestiques additionnelles, nous attendons 2111 milliards. Pour le recyclage d'actifs restant la propriété de l'État, nous attendons 1091 milliards.
Pour les économies sur la réduction de la taille de l'État, nous attendons 50 milliards. Pour le moment, j'y reviendrai parce que nous avons un tableau assez long d'une cinquantaine de mesures qui sont encore en cours d'évaluation. Et l'essentiel de ces mesures porte sur la taille de l'État. Et enfin, sur le financement endogène complémentaire hors endettement, nous attendons 1352 milliards. Le tout nous permet de nous projeter sur 4605 milliards pour le moment, en attendant les autres mesures à évaluer, qui sont des mesures très importantes et qui, selon mes estimations, nous permettront d'ajouter peut-être 2000 à 2600 milliards à ce tableau. Et l'injection de ces ressources doit générer à peu près 1062 milliards de recettes fiscales, ce qui sera réparti sur les 3 années. La première année, 274 milliards, la deuxième, 444 milliards et la troisième année, 344 milliards. Ce qui nous donne un total de ressources projetées de 5667 milliards provisoirement. Alors, je ne sais pas si ils avaient remis la clé à la régie pour pouvoir projeter le tableau détaillé que je vais commencer. Pour les différentes rubriques, la synthèse des projections se décompose en mesures nouvelles et réalistes de génération de recettes publiques et le potentiel budgétaire sur 2025-2026. Pour le financement endogène, je vous ai dit l'eau, je vais citer chaque rubrique. Nous avons la ligne renforcement de la collecte des dividendes des entreprises, sur laquelle nous attendons 27 milliards. Le Sénégal, en tout cas l'État, a été assez négligent dans le suivi et de la collecte des dividendes dans ses participations. Dans le où on a minimum 10%, 20% de participation souvent. Et dans beaucoup d'autres secteurs, comme le secteur portuaire, nous pensons qu'une action générera. Pour la négociation des contrats statistiques, nous nous projetons sur 824 milliards. Un travail consistant à corriger les déséquilibres constatés dans les conventions minières, pétrolières et industrielles, telles que les ciments, notamment en matière de redevance de fiscalité et de production déclarée. Elle inclut également le recouvrement des amendes issues des audits métrologiques et fiscaux. Pour la mobilisation de l'épargne nationale et de la diaspora, l'objectif c'est de capter les flux d'épargne disponibles sur le territoire national et auprès de la diaspora à travers la création de véhicules d'investissement. Il ne s'agit pas de dire aux gens de donner leur argent de manière philanthropique, mais de les intéresser à un certain nombre de projets structurants sur lesquels ils peuvent investir avec retour d'investissement. Nous nous projetons sur 135 milliards. Sur le déploiement des financements participatifs et solidaires, le WACF, les instruments tels que le Sukuk et les plateformes de crowdfunding, nous projetons 300 milliards. Pour l'approvisionnement gaz par GTA, un élément extrêmement important. Parce qu'aujourd'hui, les contrats de recherche et de partage de production autorisent le Sénégal à notifier ses besoins au plus tard le 1er octobre
l'approvisionnement de son marché local. Ce que nous avons fait en 2026. Les gains sont de 177 milliards ou de 143 milliards sur 2026 seulement, selon l'application au nom de la pénalité de 25% prévue et que BP peut accepter, peut vouloir appliquer. Et l'impact sur le kilowattheure, c'est de le faire passer de 115,93 francs kilowattheure aujourd'hui à 76,18 francs kilowattheure. Et donc sur les 3 ans, l'impact attendu est de 435 milliards. Pour les actifs détenus par la SOGEPA, qui peuvent être utilisés comme effet de levier, nous nous projetons à 341 milliards. Pour ce qui est de la régularisation du renouvellement de concession des opérateurs téléphoniques également, nous nous projetons à 200 milliards. Sur les frais de visa électronique que nous avons décidé d'appliquer pour l'entrée sur le territoire national aux pays hors Afrique et aux pays africains qui nous appliquent le visa, nous nous projetons à 60 milliards. Sur le recyclage d'actifs comme les autoroutes, nous nous projetons à 126 milliards. Par rapport à la réduction du train de vie de l'État, je vous avais dit tantôt que pour le moment, une seule mesure sur la dizaine de mesures, une seule mesure est pour le moment évaluée. C'est la restructuration du secteur parapublic, notamment la suppression d'agences, et elle nous donne un gain de 50 milliards. Les 8 ou 9 autres mesures sont en cours d'évaluation et je peux vous en citer quelques-unes qui sont des mesures fortes relativement à la réduction de la taille de l'État ou du train de vie de l'État. J'ai parlé tantôt de l'élimination des surfacturations sur les marchés et les chantiers publics, la réduction des subventions accordées à certaines entités publiques qui doivent pouvoir avoir l'autonomie financière, la réduction sélective et progressive des subventions aux équipements de pêche, des détaxes de carburant, etc. L'économie sur les frais liés à l'organisation des élections. Je crois que les conclusions du dialogue politique nous permettraient de le faire, rien qu'avec le bulletin unique. Je passe sur les autres. Le plafonnement de la masse salariale dans le secteur parapublic, puisque la loi organique portant sur la loi de finances a prévu le plafonnement, l'inscription chaque année dans la loi de finances, le plafonnement des salaires dans le secteur parapublic et au niveau des institutions publiques. Ça n'a été inscrit qu'en 2021, le décret d'application n'a jamais été pris. Et sur 2026, nous réintégrerons cette mesure qui aura certainement un impact important. La réduction de la fréquence et du coût des missions à l'étranger, la mise en place de la centrale d'achat, la réduction des charges locatives d'eau et d'électricité de l'administration, l'optimisation de la réforme sur les véhicules de l'administration, la lutte contre les pertes techniques même de la Sénélec qui sont évaluées à 90 milliards quand même. C'est autant de mesures qui vont venir abonder cette rubrique et certainement nous permettre de faire des économies extrêmement plus substantielles sur le train de vie de l'État. Donc après ce volet, sur le recyclage des actifs, nous nous projetons à 1519 milliards. J'ai parlé des actifs détenus par CGA, par SOGEPA, l'impossibilité d'une cession partielle du sud de l'ancienne base militaire française de Rufisque. Si le président l'autorise, ce qui ne
semble pas être le cas pour le moment. Avec un veto fort des forces armées. Sur la zone économique, un modèle et de mise en location ou de cession partielle peut être envisagé, où nous escomptons 215 milliards. Avec la réalisation de convention des opérateurs, j'en ai parlé. Et le site de Dantec, où il y a encore 3 hectares que le Francis envisage de gérer pour générer 126 milliards. Pas en termes de cession, une fois de plus. Pour la mobilisation des ressources domestiques, nous envisageons avec la mise en concession ou vente partielle de terrains viabilisés des zones à fort potentiel économique. Je veux dire ici, pour les besoins sociaux à des Sénégalais, de toutes les couches, mais particulièrement des couches les moins favorisées, mais également pour les besoins du tourisme, pour la SAPCO et ses agences, dans l'aménagement de sites dans la Petite Côte, Mbodienne et autres, dans le sud, à Béné, etc. Et pour des programmes immobiliers et logistiques. L'évaluation de l'assiette et des droits additionnels nous projette sur 80 milliards. Pour les redevances audiovisuelles, le ministre a commencé déjà un travail important, M. Aliou Sall, ministre des Télécommunications. Il s'agit ici d'aller au-delà de ce qu'il a commencé et de fiscaliser tout ce qui est publicité en ligne, les vidéos sur demande, notamment les plateformes de Netflix et autres, les services numériques. On se projette à 16 milliards. Le e-commerce, les revenus d'influenceurs qui, quelquefois, encaissent beaucoup d'argent. La taxation du mobile money. La taxation du mobile money qui existe déjà, mais qui se fait sur des bases très faibles. Nous avons beaucoup travaillé ces derniers jours avec la Direction générale des impôts, le ministère des Finances, le ministère des Télécommunications, pour aboutir à des bases beaucoup plus saines, sans pour autant que ça constitue un surenchérissement perceptible du coût des transferts, et l'État compte engranger 130 milliards sur les 3 ans. La taxation des transactions marchandes, où nous projetons sur 90 milliards, les transactions marchandes d'e-mobile money. La taxation des jeux de hasard, notamment le pari en ligne et les casinos en ligne. Les jeux de hasard en ligne aujourd'hui constituent 80% des chercher les 20%. Mais nous avons choisi, puisque dans ce secteur, les bookmakers étaient taxés, la LONASE est taxée, mais les parieurs ne sont pas taxés. Taxation gain, 60% des mises constituent un gain pour le patron des parieurs. Nous envisageons un modèle de même la mise. Au-delà de la mobilisation, nous avons l'obligation en tant qu'État de protéger surtout les petits parieurs contre eux-mêmes et contre l'addiction au jeu. L'augmentation du taux de la taxe sur le tabac, c'est le même principe que nous envisageons d'amener au plafond urbain qui est de 100%. Aujourd'hui, nous taxons à 70%. Et je crois que la fumée peut rapporter 100 milliards. Relèvement de l'âge limite d'importation des véhicules de tourisme. C'est une forte demande de la diaspora. Ils seront satisfaits aussi bien pour les véhicules utilitaires, 8 à 10 ans,
les véhicules supérieurs à 3 tonnes 510 à 15 ans et la généralisation des droits d'accès sur les véhicules de transport de marchandises. Ces trois rapportés un peu plus de 100 milliards. La réactivation des droits à l'importation pour les téléphones portables, qui avait été suspendu avec la redevance Rutel, mais tout le monde convient qu'il est temps de remettre en place cette action et les projections de 100 milliards. Je veux dire que tous les chiffres que nous avons ici sont des chiffres minorés. J'ai demandé à l'équipe de prendre les options les plus minimalistes possibles pour nous aménager une marge d'erreur substantielle. La mise en place d'un programme de marquage fiscal qui permet de lutter évidemment contre la fraude sur les quantités, mais également de garantir un peu la qualité de la consommation. Donc des préoccupations de santé où nous projetons 87 milliards. La récupération sur l'exportation d'arachide et de la noix de chou. Ici, c'est à la fois des soucis de collecte, mais également de protection de notre secteur industriel pour l'arachide, mais l'incitation également à la transformation locale. Et c'est là où nous attendons le secteur privé national. La modification de 10% des barèmes de loyer sur le domaine de l'État. L'État donne des baux, mais nous constatons que les taux contenus dans les barèmes sont extrêmement faibles et n'ont pas été révisés depuis 2011, si ma mémoire ne fourche pas. C'est des mesures qu'il faut, pas seulement sur le barème des loyers, mais également sur le barème des cessions définitives. Si l'État veut acheter un terrain d'un particulier, il l'achète au prix du marché. Mais si l'État vend un particulier, il vend 10 fois, 20 fois, 30 fois moins cher parce qu'il vend selon un barème, puisque l'État n'est pas censé faire des profits sur le foncier. Mais cet État-ci, qui a été d'un déficit de 119% et d'un déficit de 12%, est censé faire de l'argent. La régularisation massive des terres du domaine national. Nous avons travaillé avec M. Dia sur la possibilité de faire évoluer le PROCACEF, qui est un programme qui permet de régulariser les propriétaires allégués de terrain, particulièrement en zone rurale, mais ça se faisait presque gratuitement, mais on ne délivrait pas de droits ou de titres. L'instruction, c'est d'aller vers la délivrance de droits et de titres pour sécuriser les propriétés et permettre à ces gens-là non seulement de pouvoir sécuriser, mais de pouvoir même avoir un levier pour faire prévaloir auprès des banques pour lever des fonds utiles à leur activité. Donc, la mise en concession de terrains viabilisés dans des zones à fort potentiel économique. Et enfin, l'introduction d'une fiscalité verte et bleue par l'instauration d'une taxe carbone, d'une surtaxe sur les véhicules anciens à forte émission de CO2, ainsi qu'une éco-contribution sur certains produits importés, où nous escomptons 306 milliards. Ça, c'est les recettes fiscales attendues de l'injonction des ressources. Ça, c'est les ressources du mois et les recettes fiscales attendues, je vous l'ai dit, c'est 1062 milliards. Et au total, l'ensemble des ressources nous s'élèveront à 5667 milliards provisoirement, en attendant de continuer l'évaluation des autres mesures qui sont tout aussi importantes. Parmi ces mesures, je peux vous en citer quelques-unes qui sont des leviers importants. Il y a le recours aux ressources longues qui nous permettent
permettra de lever des fonds en monnaie locale. C'est le cas des fonds de pension, les consignations, le capital assurance. L'objectif ici, c'est de remplacer la dette par l'équité et avoir plus de marge, puisque c'est des ressources longues. La révision du mode d'indexation de la prime fixe sur l'électricité, l'imposition d'une amende forfaitaire aux propriétaires d'immeubles n'ayant pas respecté la réglementation en matière de construction, notamment les ascenseurs, les parkings et autres. L'application effective des taxes sur les nouvelles conventions de pré-projet, puisque les montants sont libellés tout le temps en TTC. Vous avez tout à l'heure les mesures pour le train de vie de l'État. Je les saute donc. J'ai sauté, je vous quelques échantillons. L'application du droit de sortie sur les exportations de produits miniers non couverts par la stabilisation fiscale, la taxation des occupants sans droit ni titre, la traque et la sanction des fausses quittances, des faux certificats de taxes, des certificats recyclés. Nous sommes en train de faire ce travail sous la supervision du président de la République. Je ne vous en dirai pas davantage puisqu'il est en cours, mais la lutte et la compression de la fraude sur ces aspects-là va générer énormément de ressources. J'ai parlé de la subvention modulée du carburant, donc le ciblage. Et j'en passe et j'en passe. Il y a à peu près 37 mesures qui sont encore en cours d'évaluation et sur lesquelles nous comptons encore engranger pour dépasser largement les prévisions. L'exercice auquel nous nous livrons n'est pas seulement un exercice conjoncturel. C'est vrai, il y a une situation qui l'exige. Ça ne nous a pas été imposé de l'extérieur pour une fois. C'est souverainement qu'on a décidé de le faire. Mais au-delà de cette situation conjoncturelle, cet exercice nous permet de répondre à une des positions que nous avons toujours défendues. C'est que nous avons la capacité de faire évoluer de manière substantielle notre budget. Nous avons toujours dit que nous n'avons pas exploré peut-être le tiers de nos capacités. Ce qu'il faut retenir aujourd'hui, c'est que l'instauration de ces mesures et leur prolongement au-delà de ce délai de 3 mois doit nous permettre de hisser substantiellement le budget de l'État du Sénégal et d'offrir plus de possibilités à l'État de répondre aux préoccupations des Sénégalais. Pour revenir au PowerPoint, monsieur le technicien, je voudrais parler maintenant des axes du plan de redressement. Le plan de redressement vise à mobiliser ces ressources. Et pourquoi faire? Orienter vers quoi? Nos objectifs, c'est d'abord les services sociaux de base qui bénéficieront d'un financement plus conséquent. Le premier axe, donc, c'est dans l'appui au ménage. Nous avons une plus importante, mieux orientée de biens et services sociaux. Je vais vous parler des services liés à la santé, à l'éducation, à l'enseignement supérieur, au logement social décent, à l'accès à l'électricité et à l'eau, particulièrement dans le monde rural. C'est également l'obtention des titres de propriété facilités pour sécuriser les ménages. Et c'est les aides aux ménages pauvres, notamment la bourse de sécurité familiale, qui sera renforcée. C'est également
une des préoccupations essentielles du président de la République et de mon gouvernement, c'est continuer à rendre le coût de la vie abordable pour nos concitoyens. Par l'approvisionnement, un meilleur approvisionnement du marché et éventuellement une baisse des denrées. Et évidemment, la création massive d'emplois par l'abondement des fonds destinés au financement, particulièrement des jeunes et des femmes, pour l'employabilité et l'emploi. Toujours pour l'appui aux ménages, je disais tantôt, et c'était tantôt le cas des bourses de sécurité, et un ciblage, un meilleur ciblage évidemment. Quand on dit cibler les subventions, certains proposent souvent de supprimer carrément les subventions et de faire des transferts cash qui profitent à partir du fichier RNU, qui nous permet de connaître les ménages considérés comme pauvres, de pouvoir les cibler directement par des cash transferts. Et enfin, penser sérieusement à la gratuité de certains services de base, par exemple, pourquoi pas les médicaments génériques qu'on pourrait éventuellement rendre gratuits, mais c'est en réflexion. Pour le second point, c'est le soutien au secteur privé national et la libération des énergies créatives. L'accès au foncier revient parce qu'entreprendre nécessite, pour la plupart du temps, de pouvoir accéder au foncier. Des mécanismes simplifiés et accélérés pour permettre à ce secteur privé d'accéder au foncier. L'accélération de l'accès à l'électricité, j'en ai parlé tantôt. L'un des éléments de compétitivité industrielle particulièrement, c'est le coût de l'énergie. Nous ne pouvons pas continuer à être à plus de 110% du coût de l'énergie et vouloir compétir avec des pays qui sont à 12 francs. Si je prends le cas du Qatar et qui a suffisamment de gaz pour le faire, ou 60 francs si je prends le cas de la Chine. Il faut aujourd'hui que nous travaillions à baisser substantiellement le coût de l'énergie, mais également l'accès aux autres sources d'énergie pour le secteur privé particulièrement, les énergies renouvelables, le solaire singulièrement. Le paiement de la dette due au secteur privé. Après finalisation de l'audit de cette dette, l'engagement que prend le gouvernement, c'est de payer intégralement cette dette pour permettre à ce secteur privé. Certains nous disent qu'il faut vous assurer que les dettes que vous allez payer, les montants qui sont reçus soient réinjectés dans l'économie. Nous ne pouvons pas le garantir ou l'exiger, mais je suppose que pour un investisseur, la logique voudrait que s'il reçoit des paiements par rapport à une dette, qu'il les réinjecte dans l'outil de production pour pouvoir être plus productif et participer à la construction de notre développement. Le développement des infrastructures dans les pôles, entre les pôles, dans les zones économiques, également est un engagement que nous prenons vis-à-vis du secteur privé. La mise en place d'une garantie marché pour faciliter beaucoup de choses, notamment avec les contrats triennaux, parce que beaucoup de membres de la société civile se plaignent de ne pas pouvoir avoir une prévisibilité par rapport au marché public. La réforme du climat des affaires, chantier que nous avons déjà initié avec la réforme du code des investissements qui est en cours, du code général des impôts, du code des douanes, du code minier, et j'en passe, avec l'objectif de réformer le climat des affaires, mais tout en sauvegardant les intérêts de l'État. La facilitation de l'accès aux intrants également, particulièrement pour le secteur primaire, est un engagement. Et enfin, l'accompagnement à la formalisation avec les guichets uniques et beaucoup d'autres outils qui permettraient d'accompagner une bonne partie de l'informel vers la formalisation. L'autre élément, c'est le développement des secteurs prioritaires, l'agriculture, la pêche et l'élevage. Je ne ferai que les citer parce que je vous en renverrai au document Vision. Au début de mon exposé, je crois que j'ai sauté un slide pour vous dire
que ce que nous faisons ne tombe pas du ciel. Nous avions d'abord le document vision, nous avons ensuite le plan décennal 2024-2034, nous avons la stratégie nationale de développement, qui est une stratégie quinquennale, nous avons même le document de programmation budgétaire et économique pluriannuel. Je vais même pu citer la déclaration de politique générale. Oui. Ceci participe de ce premier point qu'on a appelé le redressement. Mais si vous rabattez sur le document vision publié la semaine prochaine, Monsieur le ministre d'État, aujourd'hui, Monsieur le Président de la République me dit que ce sera publié. Aujourd'hui, ce document, tout ce que je vais développer ici dans ce document, les offres et les projections sur les secteurs de l'agriculture, de la pêche et de l'élevage, la filière viande et lait, les industries légères, parce que dans le phasage, nous considérons qu'aucun pays ne s'est levé pour aller tout de suite vers les industries lourdes. Il faut pouvoir faire un ciblage, y aller méthodiquement. Donc, le fer, la métallurgie et la sidérurgie, où nous avons des offres concrètes, même si ça semble être des secteurs assez lourds. Et c'est pourquoi le pari de l'énergie est important. Une fois de plus, c'est la mère des batailles. Le logement social, pas ici sous le volet social, mais c'est des entreprises qui viendront faire des offres. L'agro-industrie, le tourisme, les BTP, le numérique, l'industrie pharmaceutique, chimique légère, l'industrie culturelle et créative, le textile habillement, les matériaux de construction et l'agro-industrie. Quels sont maintenant les impacts attendus? D'abord sur le plan social, l'application de ce plan, combinée à toutes les autres initiatives. Parce que ce que je vous ai montré ici n'a rien à voir avec les réformes, par exemple, des différents codes, même si, de manière anticipative, certains points validés ici devraient être pris en compte. Mais nous allons anticiper parce que dès les prochaines semaines, nous présenterons à l'Assemblée nationale un paquet de réformes qui doit accompagner la mise en œuvre de ce plan. La situation sociale des ménages, rural et urbain, la facilitation de l'accès aux services sociaux de base, l'adoption de nouvelles mesures de baisse des prix de denrées, le renforcement du socle de protection sociale, la promotion de l'emploi pour les jeunes et les femmes. Je pense que je peux passer sur ces puisque j'ai déjà détaillé ces aspects plus haut. Et enfin, les impacts budgétaires attendus. C'est que les ressources que nous voulons mobiliser conforteront la position de l'État par rapport à nos ambitions de souveraineté. Je le rappelle encore, il ne faut pas qu'on fasse des confusions. La souveraineté ne veut pas dire l'autarcie. Vous entendez des gens qui vous disent oui, ils parlent de souveraineté, pourtant ils empruntent. Ce n'est pas ça la souveraineté. La souveraineté, c'est avoir le choix dans les schémas que vous mettez en place, qu'on ne vous impose pas des modèles. C'est de pouvoir dire, ma priorité c'est de mobiliser sur les marchés, dans les conditions les plus favorables, les taux les plus favorables, les maturités les plus favorables, et de ne recourir au multilatéral, et notamment au FMI, qu'en dernier ressort, parce que je n'aurai pas d'autre solution. C'est le contraire de ce qu'on fait actuellement. C'est ça la souveraineté. Mais ce qui vous permet d'être à l'aise sur ça, c'est votre capacité à mobiliser des ressources endogènes, à assainir votre cadre macroéconomique. Et c'est ce travail qui va nous permettre effectivement de conforter la position de l'État. C'est le respect de nos engagements internationaux qui seront plus facilités. C'est la contribution. On ne dit pas que c'est ce plan qui va le faire à lui seul, mais il contribuera substantiellement à l'objectif d'atteinte de ramener le déficit à 3% en 2027. Mesdames et messieurs, nous voici arrivés au terme de notre exposé. Ce que je voudrais dire aux Sénégalais, c'est que nous parlons souvent de souveraineté. Moom sa bopp. Mais moom sa bopp am na lu ko jiite.
ka jiitu mooy mënal sa bopp. mënuñu 65 ans après les indépendances jël suñu avenir yépp wéer ko ci liy jóge bitim réew moo xam dañ ñu koy labal ci anam yoo xam ne métti na ci ñun suñuy sëtaat di daw wala dañuy tàllal loxo di ñaan. réew muy doxee noonu mooy réew moo xam ne opté wul pour le développement. mën ngeen dégg ñu ne ñoom de lépp la ñu bëgg a taxé bu ngeen seetee li ñu def fexe nañu ba li nga xam ne mooy lu essentiel ci dundu Sénégalais laaluñu ceeb laaluñu diwlin laaluñu courant laaluñu yooyu yëpp dañ leen bàyyi waaye muqi mi mën nañ cee laaj xaalis ndax lu essentiel. xoos bi mën nañ cee laaj xaalis parce que du lu essentiel ak yeneen yoo xam ne niñ ko tëggee nit ki koy def imma du ko yëg bu koy def parce que taxe indirecte la c'est indolore wala même bu ko yëgee njëriñ bi mu koy jural moo ëpp solo ndax ki nga xam ne génn na pour am bail wala titre foncier mu war koo téye giir dundam bu fi jógee jox ko doomam boo ko jox ko sëtam loolu njëriñ gi nga koy dund jural moo ëpp solo li mu jotoon a génnee pour am loolu kon fexe nañu ba dugal ci yërmande waaye faw effort am réew bu tabaxu ci kenn ku ne di xaar moromam def wala ñu jàpp ni président Bassirou Diomaye Faye mooy ubbi benn robinet Ndiaga ñaaw milliards yi génn wala mu nekk kenn ku ne ci ñun war na am bu mu ñàkk effort la bu ñu laaj sur une période ñaari at ak genn wàll bu ñu askan wi toppee ci li ñu wax fi la Sénégal di tegu ci yoon ba faw ndax erreur yi ñu defoon démb dootu am ci Sénégal. Sénégal ak askanu Sénégal jàmbarte boobu ñu wane woon démb pour ne dañuy sauver suñu démocratie ak suñu liberté mu jaraloon nit ñi bakkan ñàkk liggéey dem kaso loolu paas boobu tourné nañ ko jàmbarte googu tey war nañ koo jublu nag ci tabax réew mi ci koom-koomu réew mi loolu la ñu laaj Sénégal waaye nag effort bi ñu leen di laaj donte def nañ ci yërmande bu bëri ñun ñëpp d'accord nañu dafa war a am lu mu ànd ak ndax li ma leen njëkk a présenté ci situation réew mi mooy li ñu làq askan wi te lenn ci loolu ñu dugal ko fu mu wartoon dugg du benn milliard du juróomi milliard est-ce que am na fii kenn ci salle bi koo xam ne bëgg na loolu ñu mel ni musul am daal koy suur mu jeex est-ce que am na kenn ci askan wi en tout cas gëm naa ni boo jëlee téeméer ci askan wi juróom-ñeent fukk yi la ñu bëgg mooy non seulement ñu leeral mais ku ci laale la yow kon liggéey yooyu dañoo ànd ndax suñu lewoon rek Sénégalais yi lii mën nañ ko def ñun ñëpp dañu ànd def effort te liñ ci jiital mooy effort yi état bi di def balaa ñu naan citoyen bi dundu état gi la ñu njëkk ne nañ ko xool effort yooyu mënoo ko laaj Sénégalais yi ba pare ne leen dafa am yorin bu baaxul bu ñu yóbbu ba fii te doo layoo ñu def loolu kon Sénégalais yi ñu kon jot na suñu kàttan suñu xam-xam suñuy waxtaan suñuy yitte ñu jël ko lépp concentré ko ci lii ndax lii mooy jëriñu réew mi de bañ divertissement yi bañ li ñuy tardeel bàyyiwuma ci élève bi baykat bi transporteur bi étudiant bi cadre bi kilifa diine bi bépp couche sociale bi dañu xam ni lii
mu war a doon suñu yitte ci ñetti at yi ñu jëm buñ ko defee Sénégal taxe ba faw ñu ngi leen di gërëm leen sant. Économique et social. Ce standing ovation indique sans doute que le plan a été bien suivi et bien apprécié. Donc nous allons remercier à nouveau Monsieur le Premier ministre Ousmane Sonko. Merci également à vous, mesdames, messieurs. Comme annoncé précédemment, nous allons dans un instant ouvrir la séquence questions-réponses pour débattre de ce plan donc, qui vient d'être présenté par Monsieur le Premier ministre. Mais avant, pour ce grand jour, nous allons d'abord recueillir les premières réactions de son Excellence Monsieur le Président de la République, Excellence Monsieur Bassirou Diomaye Diakhar Faye. J'ai l'honneur de vous inviter à venir prendre la parole. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Alhaji Malick Ndiaye, Monsieur le Premier ministre Ousmane Sonko, députés, Monsieur le ministre d'État, Lamine Loum, Mesdames, Messieurs les ministres, Mesdames, Messieurs les membres du corps diplomatique, chers partenaires techniques et financiers, distingués invités, vos rangs, titres et qualités. Je voudrais commencer mon intervention par des félicitations. Des félicitations nourries à l'endroit de Monsieur le Premier ministre. À l'ensemble des membres du gouvernement. Et des félicitations aussi à tous les collaborateurs de l'équipe gouvernementale et du président de la République qui ont contribué à l'élaboration de ce plan de redressement. Donc vous avez chacune et chacun l'opportunité d'en apprécier la pertinence et le réalisme. Voilà bientôt un peu plus de 15 mois que vous nous avez fait confiance. À notre arrivée, nous avons fait la situation de référence. À travers un diagnostic honnête. D'abord, par un audit de l'inspection générale des finances publiques, comme nous l'impose la loi 2012-22 portant code de transparence dans les finances publiques. Nous avons par la suite remis cet audit pour certification à la Cour des comptes qui en a aggravé les résultats, comme pour témoigner de sa liberté d'action et de son indépendance. Nous ne nous sommes pas arrêtés à ça.
nous avons demandé commanditer un audit externe par un cabinet avec une signature internationale, à savoir le cabinet Forvis Mazars. Nous avons fait tout ça pour que les Sénégalais comprennent, comme nous aussi nous l'avions compris, l'envergure et la gravité de l'héritage qu'il faut balancer avec l'espoir qui a accompagné notre élection. Mais la finalité n'a jamais été de vous dire voilà où en était le pays. Parce que justement, c'est parce que ça ne marchait pas que vous avez décidé de changer d'équipe. Et nous nous sommes donc attelés à proposer des solutions. Cela a conduit en un temps record à la présentation de la vision Sénégal 2050, l'agenda national de transformation. Cela a conduit à la confection du master plan, à la sélection d'un portefeuille de 80 projets catalytiques. Mais nous ne pouvions pas nous en tenir à les exprimer, à les concevoir, à les partager. La cadence des réformes a été très bonne et cela rend compte de l'efficacité de l'action gouvernementale et de l'efficience dans la conduite de cette action par le Premier ministre. Pourquoi nous avons fait le choix de la vérité? Parce que nous savons que vous avez élu des hommes véridiques pour les avoir éprouvés. Des hommes d'honneur qui n'entendent pas changer au contact du pouvoir. Nous avons fait le choix de la vérité parce que nous avons du respect pour vous, peuple sénégalais. Nous avons fait le choix de la vérité parce que nous voulons imposer à nos interlocuteurs le respect qu'ils nous doivent, en leur donnant le respect qu'ils nous doivent. La vérité. Mais nous avons aussi fait le choix de la vérité pour corriger les anomalies et nous assurer que plus jamais cela ne se reproduit. Toutes les fois que nous avons discuté avec les partenaires techniques et financiers, ils nous ont posé la même question légitime, certainement que beaucoup d'entre vous se posent. Oui, mais comment allez-vous redresser la situation? Il fallait justement pour redresser la situation. Et c'est la pertinence de redressement que le Premier ministre a conçu et a présenté. Avant, quand des difficultés étaient relevées à la diagnostic, on se contentait de dire que nous allons maîtriser les dépenses publiques, que nous allons faire une mobilisation domestique, que nous allons mobiliser des financements endogènes. Oui. La question du FMI revient toujours. Oui, vous allez faire tout ça, mais comment? Concrètement, vous n'avez pas réponse. Si ce n'est dinañ ko lijjanti. Parce que quand on est sûr de ce qu'on doit faire, de ce qu'on doit apporter des diagnostics, on doit partager clairement les solutions qui sont envisagées. C'est aussi faire œuvre de transparence. Et c'est là la différence
différence avec le plan que le Premier ministre vient de vous présenter. Toute l'ingéniosité du plan réside dans le chiffrage ligne par ligne de ce qui va être fait et qui constitue en agrégé le montant de 5 677 milliards en hypothèse basse et décliné annuellement dans les rythmes de mobilisation. C'est ça que le FMI attendait comme réponse. C'est cela que le peuple sénégalais attendait comme réponse. Et c'est cela que nous voulons aujourd'hui comme réponse. Le Premier ministre l'a dit à juste titre. Le redressement a commencé avant ma prestation de serment. Quand lors de ma visite au palais de la République, m'entretenant avec mon prédécesseur, je lui ai dit que j'ai appris que vous êtes sur le point de signer une convention, une concession sur les chantiers navals de Dakar qui n'a pas été négociée dans les bons meilleurs termes. Évidemment, il s'en est défendu et je lui ai demandé de stopper. Appel d'offres qui sera bientôt finalisé. Et vous verrez, comme vous l'avez vu dans les négociations précédentes, quel a été le premier contrat et quel est désormais ce que nous avons signé. Le redressement a commencé aussi avec la réactivation du Comité national de la dette publique. Évidemment, tout le monde se pose la question de savoir, mais comment cela a-t-il pu arriver sans que les ressorts de vigilance de l'État ne puissent se déployer. Évidemment, ils ont désactivé tout ce qui aurait pu donner l'alerte pour qu'on puisse freiner ou faire freiner des quatre fers. Aujourd'hui, quel que soit le marché qui est attendu, l'avis du Comité national de dette publique est systématiquement requis, ce qui permet au Trésor d'avoir une visibilité sur l'endettement. Mesdames, Messieurs, le redressement a commencé et se poursuit. Cette semaine, j'ai convoqué une session extraordinaire de l'Assemblée nationale pour le vote de 4 lois sur la transparence. Mesdames, Messieurs, je vous invite à vous approprier ces lois. Ça fait une année que nous travaillons sur ces lois pour nous assurer d'avoir le meilleur dispositif de lutte contre la corruption et de promotion de la bonne gouvernance. Et vous le verrez, peut-être que vous partagerez mon sentiment. Et Dieu sait que j'ai été particulièrement exigeant. Je suis très satisfait. Ces lois contribueront à renforcer significativement les dispositifs opérationnels de lutte contre la corruption et de promotion de la transparence et de la bonne gouvernance. Et ces lois constitueront un rempart sûr contre les prévarications de toutes sortes. Il appartiendra au peuple sénégalais d'en être la vigie pour l'application systématique des dispositions qui seront retenues. Comme vous le savez, la reddition des comptes aussi se poursuit. Vous avez vu, l'Assemblée nationale fait son travail, la justice fait son travail dans la sérénité. Et ce travail se poursuivra dans la sérénité. Pour ce qui concerne la taille de l'État, le redressement aussi a déjà commencé. Nous avons dissous le Haut Conseil des collectivités territoriales et le Conseil économique, social et environnemental. Qu'est-ce que nous avons fait par la suite des budgets de ces deux institutions?
nous avons recruté 2000 enseignants. Mais c'est parce qu'on a dissous le Haut Conseil des collectivités territoriales que nous nous sommes rendus que l'immeuble qui abritait le Haut Conseil a été acquis par l'État depuis 2014. Mais l'État a continué de 2014 à 2024 à payer des loyers sur le même immeuble qu'il a. Et cela pour un coût cumulé d'au moins 3 milliards en 2024. Si nous n'avions pas dissous le Haut Conseil des collectivités territoriales, l'État allait continuer ad vitam aeternam à payer des loyers sur le même immeuble qui lui appartient depuis 2014. C'est ça le redressement. Ces institutions ont été dissoutes, mais le Sénégal continue à marcher et mieux. Nous sommes donc en train de faire ce qu'il nous revient de faire, un gouvernement responsable, soucieux des difficultés qu'endure le peuple sénégalais et ayant à cœur d'y apporter des solutions les plus immédiates. Mais ce que nous attendons du peuple sénégalais, c'est de comprendre que nous devons compter d'abord sur nous-mêmes pour nous sortir de ces difficultés. Mesdames, Messieurs, à chaque fois que nous allons dans les pays qui se développent, disons-nous bien que Dieu n'a descendu dans ces pays que des hommes et des femmes avec 2 mains, 5 doigts dans chaque main. Et c'est les filles et les fils de ces pays qui ont bâti ces pays que nous envions aujourd'hui. J'ai eu ici hier un invité d'honneur lors de la consécration des meilleurs élèves de notre école. Nous partageons tous, je le pense, la même conviction après avoir assisté à la décoration de M. Pape Matar Goubaye. C'est avec de la volonté nous pouvons déplacer des montagnes. Et si un Sénégalais l'a fait, c'est parce que cette ressource se trouve en chacune et en chacun d'entre nous. Nous sommes en mesure de commencer à la redresser. Il n'y a qu'à poursuivre et à consolider les efforts en cours. Et Inch'Allah, tout ira très bien. J'appelle le peuple sénégalais à se mettre derrière son gouvernement, à le soutenir et à soutenir le plan de redressement. Les bénéfices de ce plan iront déjà au peuple. Ils vont déjà au peuple. Par le recrutement, je l'ai dit tantôt, de 2000 enseignants. Par le recrutement projeté de 500 enseignants du supérieur. Par le recrutement de 200 enseignants pour la formation professionnelle et technique. Et tous ces enseignants prennent en charge qui? Nos enfants. C'est ça le bénéfice du redressement. Entre autres. Je passerai sur les autres impacts que le Premier ministre a brillamment exposés. Et conclure pour dire à l'ensemble du peuple sénégalais que ce que nous vous avons présenté et que nous envisageons de faire ne se fera pas sans vous. Il se fera pour vous. Il se fera avec vous. Voilà pourquoi, depuis mon élection, j'ai mis en place une gouvernance de concertation
qui a donné lieu déjà à plusieurs assises ou états généraux, à l'occasion desquels nous nous sommes parlé dans la vérité. Et nous avons ensemble conçu des solutions que nous avons considérées comme étant les meilleures et les plus adaptées à la situation. Il nous faut les dérouler dans la solidarité, dans l'effort permanent, dans le sérieux, avec la résilience qu'il faut. Et tout ira bien, Inch'Allah. Je vous remercie de votre attention. Monsieur le Président de la République, qui rehausse de sa présence cette cérémonie. Mesdames et Messieurs, nous allons dans un instant installer le panel pour la séquence questions-réponses. Et pour cela, Mesdames et Messieurs, nous allons nous accorder une petite pause de 5 minutes. Ne soyez pas loin, profitez des belles notes de Baboulaye Sissoko. Nous nous retrouvons dans exactement 5 minutes pour les questions-réponses avec Monsieur le Premier ministre, Monsieur Ousmane Sonko. mbokk yi fii lekk juróomi simili ñu dajewaat fi rek daal di wéyal liggéey bi Monsieur le Premier ministre mi ngi ñëw daal di tontu seen i laaj kon ñu leen di ñaan rek ngeen bañ a sori mën ngeen toog ci salle bi ma bàyyi leen nag Baboulaye Sissoko.